Et on accueille tout d'abord Vincent Roy, nos débatteurs de la deuxième heure. Vincent Roy et Louis Ossalter, journaliste au Figaro. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va parler avec vous du changement à la tête de l'état-major des armées, puisque Sébastien Lecornu a annoncé plus tôt dans la journée la nomination du général Fabien Mandon comme chef d'état-major des armées françaises en remplacement de Thierry Bucart. Félicité pour ses 4 ans de service. Mon invité est Bruno Clermont, général de l'armée de l'air, expert en stratégie militaire. Bonsoir Bruno Clermont. Bonsoir. On va tenter de savoir avec vous qui est Fabien Mandon, puisque vous allez aussi nous expliquer que c'est un poste extrêmement stratégique par les temps qui courent. Tout d'abord, c'est la première fois qu'il y a un aviateur qui est nommé depuis 30 ans, c'est ça ? Exactement 30 ans. Le dernier, c'est le général Douin qui a quitté son poste en 1995. Donc ça faisait 30 ans que les aviateurs, moi je suis aviateur, donc c'est vrai que j'attendais que ce soit aussi un aviateur à la tête des armées. Dans France, il y a 3 armées, une armée de terre, une marine nationale, une armée de l'air et de l'espace. Et c'est tout à fait normal que les aviateurs, eux aussi, puissent exercer cette fonction, qui est évidemment une fonction interarmée. Donc c'est pas le fait qu'il soit aviateur qui est important, c'est le fait qu'il a un parcours qu'il a qualifié pour ce poste. Oui, alors on précise qu'il entrera en fonction le 1er septembre et on précise aussi, c'est important, que c'est un tout proche d'Emmanuel Macron, puisque c'était c'était son chef d'état-major particulier, je crois. Alors je trouve que le terme de tout proche n'est pas adapté. En fait, dans la Constitution a prévu qu'il y ait auprès du ministre du Premier ministre, ministre des Armées et auprès du Président de la République, un conseiller militaire qui, dans le cas du Président de la République, s'appelle le chef de l'état-major particulier. Donc il a été désigné il y a 2 ans comme étant son chef de l'état-major particulier, et c'est vrai qu'il est par exemple numéro 3 dans l'ordre protocolaire de l'Élysée, et il est le conseiller direct pour les questions militaires et de dissuasion du Président de la République. Il est aussi un intermédiaire important entre le chef d'état-major des armées, ce qui va devenir prochainement, et le Président de la République, qui est le chef des armées. Donc il a ces 2 fonctions, à la fois conseiller et à la fois élément permanent de liaison, de relation entre le chef militaire des armées et le chef des armées. Donc il a vraiment et je pense que c'est important de retenir quelque chose, c'est pas tellement qu'il est aviateur, moi ça me fait plaisir, mais surtout c'est la grande continuité des dossiers, puisqu'il est au courant de tous les dossiers qui sont traités par l'état-major des armées, puisque c'est lui qui les traite en permanence auprès du président de la République. Oui, on imagine des dossiers évidemment hautement sensibles. La période est évidemment faste pour l'armée. C'est la première fois d'ailleurs qu'on augmente à ce point le budget de la défense. Quels sont les prochains défis que il va devoir affronter le général Fabien Mandon ? Alors moi, il me semble qu'il y a 3 défis principaux. Le premier, c'est le renouvellement de nos 2 composantes du dissuasion nucléaire. Il nous faut de nouveaux sous-marins, de nouveaux missiles, un nouveau Rafale et une nouvelle arme pour le Rafale. Ça, c'est important. C'est ce qui garantit à la France le fait d'avoir une dissuasion nucléaire indépendante. On l'a depuis 1964 et on n'a pas l'intention de s'arrêter. Ça, c'est un énorme investissement pour la défense, à peu près 100 milliards sur les 10 prochaines années. Le deuxième sujet, c'est la fameuse loi de programmation militaire qui a été évoquée par le président de la République le 13 juillet au soir, avec une augmentation du budget pour l'année 2026-2027, mais qui, à mon avis, reste très insuffisant par rapport aux enjeux de réarmement. Mais ça va être un des sujets de priorité du nouveau chef d'état-major des armées. Et le troisième sujet, c'est évidemment la guerre en Ukraine, les conséquences de la guerre en Ukraine, à la fois pour la France, à la fois pour nos partenaires de l'OTAN et de l'UE, et le traitement de ce que serait, en tout cas de l'ampleur qu'est la menace de la Russie sur l'Europe. C'est un poste qui est tout aussi stratégique qu'il était peut-être il y a une vingtaine d'années, ou désormais il est peut-être plus technocratique ? Je pense qu'au contraire, il a été technocratique à l'époque où il fallait gérer des budgets extrêmement réduits. Donc on était vraiment dans une démarche de tableau Excel en permanence. Là, c'est plus le cas. Les pays se réarment, l'OTAN se réarme, la France se réarme. Et aujourd'hui, c'est surtout les opérations qui dominent les débats. Et la France, en opération, vous savez qu'on a une armée qui est pas énorme. C'est quand même, malgré tout, c'est la plus grande armée en Europe avec 200 000 soldats d'actifs. Et on a à peu près 30 000 soldats déployés dans des opérations diverses et variées et en force de souveraineté. Donc non, la présence, la prégnance des opérations est devenue très importante depuis quelques années, et ça va continuer encore probablement très longtemps.
Oui. Louis Osselter. Général, bonsoir. On nous parle beaucoup de réarmement et la trajectoire du budget des armées est celle d'un doublement du budget entre 2017, date d'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, et 2027, si la trajectoire de la loi de programmation militaire est bien tenue. C'est énorme en termes budgétaires, mais on a le sentiment, en tout cas ce sont des échos qui nous reviennent, que les industriels de la défense ont du mal à délivrer les équipements, le matériel, et que les armées sont en attente de cet équipement, compte tenu des menaces que vous avez évoquées. Est-ce que c'est l'analyse que vous avez? Est-ce que pour vous, c'est moins désormais une question d'argent, parce que l'argent est là désormais, qu'une question de capacité pour nos industriels de la défense à délivrer l'équipement dont l'armée a un besoin urgent? Alors, je vais peut-être un peu choquer les gens qui nous écoutent, mais je ne crois pas que l'argent soit là. Je crois même que l'argent n'est pas là. C'est pas assez. Oui. C'est pas assez. La preuve en est que la France a accepté, lors du sommet de l'OTAN au mois de juin dernier, on n'a pas mis le revolver sur la tombe de la France, hein. On a accepté de passer à 3,5% du PIB, voire 5% du PIB en 2035. On a 2%. C'est-à-dire que là, quand on parle de doubler, là, on double vraiment l'année 2025. Hein, l'année 2025, c'est 50 milliards. On doit passer à 100 milliards dans les années qui viennent. Oui. Là, on pourra parler de réarmement. Là, on pourra parler de commandes importantes pour l'industrie. Et l'industrie s'organisera de manière à produire des Rafales, des frégates, des sous-marins, des drones, ce que vous voulez. Actuellement, ça va mettre combien de temps? Est-ce que ça ne sera pas trop long pour les généraux que vous êtes? Alors pour moi, il y a vraiment urgence à se réarmer. Il y a des pays qui l'ont compris, la Pologne, les pays baltes, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Oui, il faut voir quand on compare les budgets de ces armées, de ces pays avec le nôtre, on est très inférieur aux autres. Donc c'est vrai que l'effort est important de doubler le budget entre 2017 et 2027, mais c'est pas un objectif en soi de doubler un budget. L'objectif, ça doit être de fournir à nos armées les capacités dont elles ont besoin pour un monde extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, les Allemands affichent 150 milliards dans les années qui viennent. Les Britanniques sont déjà à 80 milliards et visent 90 milliards. Enfin, alors évidemment, l'argent ne fait pas tout, mais l'argent fait quand même beaucoup. En particulier, l'argent fait beaucoup pour les commandes et permettre aux industriels de monter en cadence et de faire monter leur supply chain en cadence avec des commandes fermes et dans la durée. Et c'est ça, je pense, qui manque dans la programmation actuelle. Bruno Clermont, on va en parler justement. Vous avez cité quelques pays européens, dont l'Allemagne, dont c'est quand même une nouveauté de se réarmer. Mais avant cela, vous avez parlé de monde dangereux. Est-ce que entre militaires, vous vous dites que potentiellement dans les prochaines années, vous pourriez peut-être intervenir militairement dans des coins de conflit, et notamment, évidemment, on pense tous à l'Ukraine, hein, c'est la crainte de beaucoup d'observateurs. Alors la question de l'Ukraine, elle est évidemment fondamentale. On voit bien que c'est un conflit qui dure maintenant depuis plus de 3 ans, peut-être bientôt 4 ans. Un conflit qui a évidemment des conséquences sur ce qu'on appelle l'architecture de sécurité en Europe. En réalité, c'est la sécurité des voisins de l'Ukraine. C'est de ça dont on parle. Et aujourd'hui, si vous allez en Pologne, si vous allez dans les Pays-Bas, les gens sont terrorisés. Eux, ils se préparent à la guerre contre la Russie. Est-ce que la guerre contre la Russie se produira? Je n'en sais rien. Mais pour éviter une guerre contre la Russie, il faut vraiment montrer à la Russie qu'on a un niveau de réarmement et d'armement qui doit la dissuader de franchir la frontière de la Pologne et des Pays-Bas. Pour l'instant, sans les Américains, c'est pas le cas. Et la question qui se pose, je pense que c'est la question que Trump a posée, et c'est Trump qui a réveillé les Européens endormis, c'était de dire, écoutez, maintenant, il faut plus tellement compter sur nous. Il va falloir vous défendre tout seul, parce que nous, notre priorité, c'est pas la Russie, et c'est la Chine. Même si, évidemment, il y aura un lien dans un conflit global entre la Russie et la Chine. Les militaires ne souhaitent pas la guerre, je pense qu'il faut bien comprendre ça. Oui, il n'y a pas ce qu'on appelle des faucons comme aux États-Unis, ça vous nous le confirmez, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément tous des connaisseurs de la chose militaire, et on parle souvent des faucons dans les administrations, là, c'est pas le cas. Non, la particularité de la France, c'est que on s'est vraiment désarmé énormément pendant 30 ans. C'est-à-dire que le niveau d'investissement pour rattraper tous les retards d'investissement qu'on a fait, il est très important. C'est pour ça que Trump nous dit 5%. Parce qu'eux ne sont jamais descendus aussi bas que nous, les Américains. Ils sont toujours rentrés avec un budget, même s'ils se réarment également. On est descendu tellement bas qu'il faut faire un effort considérable pour revenir à un niveau compétitif en matière d'armement dans un monde dans lequel la Russie est passée à 40% de son PIB. L'investissement de la défense des Chinois, c'est difficile à calculer parce que on a du mal à comprendre le pouvoir d'achat du yen, mais c'est considérable. Enfin, c'est énorme. Le monde se réarme. Donc le monde se réarme, il se réarme pas. Donc il devient dangereux parce qu'il se réarme. On voit des foyers de guerre qui éclatent un peu partout. Donc soyons prudents. Faisons preuve d'intelligence et faisons en sorte d'être nous aussi prêts si un conflit devait éclater. Vincent Roy, vous vouliez intervenir? Oui, bonjour Général, bonsoir. Bonsoir. La Russie est une vraie menace pour la France?
C'est une question compliquée, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, du point de vue de ce qui se passe aujourd'hui, nous payons très cher dans les attaques informationnelles et cyber de la Russie le fait que nous soyons un des soutiens les principaux de l'Ukraine. On peut dire que c'est la moitié de la pièce qu'on reçoit. Bon, donc à la limite, c'est une manière dont on fait une guerre par procuration contre les Russes. Les Russes nous font une guerre de l'information, une guerre de la cyberattaque. Ça, c'est un premier point. Moi, je pense pas que les chars russes vont attaquer Paris dans les années qui viennent. Par contre, la question est celle de la solidarité avec nos alliés dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de l'OTAN. On va pas dire aux Polonais, écoutez, c'est pas notre problème, vous avez peur des Russes, mais nous on n'en a pas peur parce qu'on est très très loin de la Russie. C'est pas comme ça que ça se passe. On a une alliance et dans le cadre de l'alliance, on doit être prêt à défendre nos partenaires qui eux se sentent menacés. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne suis pas devin, mais quand vous regardez l'histoire du monde, vous allez réaliser rapidement qu'il vaut mieux être prêt à faire la guerre plutôt que de se faire prendre par surprise. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron, c'était l'un de ses chevaux de bataille durant ses 2 mandats, cette mise en place d'une défense européenne qui n'a toujours pas vu le jour, et à la place on voit notamment l'armée allemande, la Bundeswehr, qui était exsangue jusqu'à présent, mais qui est en train de se remplumer, si je puis m'exprimer ainsi. Ça dit quoi, ça vous interroge? Ça dit que la France reste toujours pas différente des autres. On a été l'allié indocile de l'OTAN, on reste indocile. On a une espèce de vision gaullienne qui est liée à 2 choses. C'est notre relation particulière avec les États-Unis. On les aime pas. C'est comme ça. Alors que tous les autres les adorent, nos voisins de l'OTAN. Et puis on a cette fameuse dissuasion nucléaire indépendante qui nous donne une protection absolue, ce dont ne disposent pas les autres. Donc Trump dit aux Européens, écoutez, vous allez vous armer conventionnellement avec des avions, des chars, des drones, tout ce que vous voulez. Nous, on maintiendra simplement notre parapluie nucléaire, mais on voit bien que la dissuasion nucléaire ne protège pas de toutes les guerres, n'empêche pas la guerre. Donc les pays européens se réarment, la France se réarme, mais la France reste un peu particulier. Donc quand on parle de l'Europe de la défense, c'est vraiment une vision française qui a vraiment du mal à toucher nos partenaires qui, eux, cherchent toujours, on le voit dans les achats d'armement, cherchent toujours une garantie de sécurité de la part des Américains. L'Allemagne achète des F-35 en achetant des F-35, des fameux HIMARS, des missiles patriotes, qui sont les 3 best-sellers de l'armée américaine. Et il y a 35 000 Américains, je parle sous votre contrôle, qui sont toujours basés en Allemagne, semble-t-il. Et puis vous avez, effectivement, il y a la question de la dissuasion nucléaire de l'OTAN. Les Américains offrent à un certain nombre de pays la possibilité de mettre en œuvre des armes nucléaires américaine, dans une espèce de dissuasion partagée, un geste politique majeur. Et là, effectivement, ils ont dit, écoutez, si vous voulez continuer à être des joueurs dans cette catégorie, il faut acheter du F-35. Donc les Allemands achètent du F-35, mais en plus, je pense que ça leur fait plaisir d'acheter du F-35 parce qu'ils n'ont pas décidé de couper le lien industriel avec les États-Unis. Au contraire, ils vont l'amplifier, le lien industriel avec les États-Unis. Donc le rôle de la défense, je pense que les Allemands, là-dessus, ils nous baladent gentiment depuis pas mal de temps. Une dernière petite question de Vincent Roy. Oui, est-ce que l'avènement d'une armée européenne est souhaitable? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que chacun se débrouille? Il y a déjà une coopération. Vous avez raison, l'armée européenne, c'est un gros mot. Personne ne veut d'une armée européenne. On veut simplement d'armées nationales de pays européens qui sont coordonnées, qui coordonnent des capacités et qui sont peut-être capables un jour, et c'est ça l'objectif de la France, de se passer des États-Unis. C'est pas demain la veille, mais pour ça, ce travail de coordination, il est réalisable. En particulier, il est réalisable dans le cadre de l'OTAN. Je vous donne une information qui est importante. Le responsable des capacités militaires européennes dans l'OTAN, c'est un amiral français qui est à Norfolk. Sa mission, c'est de s'assurer que les Européens sont prêts et que leurs capacités sont complémentaires de manière à être efficaces militairement. Et je rappelle que la France a une autre particularité, en plus de la dissuasion, c'est celle d'avoir un modèle d'armée complet. On va être capable d'avoir des capacités dans tous les domaines. On est les États-Unis en modèle réduit. Mais les États-Unis en modèle réduit, c'est compliqué de maintenir des capacités dans tous les domaines. Donc parfois, on a des capacités dites échantillonnaires, parce qu'on veut avoir l'ensemble de la gamme des matériels militaires. Donc c'est une autre raison pour laquelle il faut continuer à faire des efforts en matière de budget des armées. Merci beaucoup, Général Bruno Clermont, d'avoir été avec nous, nous avoir apporté vos précieuses lumières. C'est pas forcément toujours rassurant, mais en tout cas, ça a le mérite d'être clair. Merci, vous êtes expert en stratégie militaire également. Merci à vous.